Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Échiquier International. Bienvenue pour ce nouveau numéro en direct de Al24 News. Bien entendu, direction ce soir le Sahara occidental, le dernier dossier de décolonisation en Afrique, tout comme la Palestine pour le Moyen-Orient justement. Et puis bien sûr le Sahara occidental, une question de décolonisation dont le dossier est présent sur la table des Nations Unies de la 4e commission de décolonisation des droits de l'homme. La France vient aujourd'hui, après un revers de la main et une décision des plus étranges, de déclarer son soutien au plan d'autonomie. Une décision qui vient en contradiction avec les résolutions onusiennes d'abord et qui sape tout le processus de paix entamé depuis près d'une cinquantaine d'années. L'Algérie ainsi vient d'exprimer sa désapprobation dans un communiqué et regrette une telle décision qui veut imposer le fait accompli à une question de colonisation avérée. Tout de suite, les détails. Alors, pour en parler ce soir, nous avons avec nous une panoplie d'invités. D'abord, pour commencer, ici avec nous en présentiel, Saïda Ayachi, qui est donc présidente du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bien sûr, Obi Bouchraya, le représentant du Front Polisario à l'Union, auprès de l'Union européenne, qui vient nous rejoindre d'un instant à l'autre. Riyad Sidawi sera également de la partie, directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS. Il sera avec nous depuis Genève. Et puis également Omar Benbarti, expert en questions internationales et politiques. Ils seront donc tous avec nous. Dans un petit moment, nous commençons avec vous, Saïda Ayachi. Alors la question qu'on pourrait peut-être se poser est, est-ce que finalement on peut parler d'une trahison, ce qui vient de se faire aujourd'hui? Non, du tout. Est-ce que c'est un peu exagéré? Non, du tout. Vous savez, la France avait une position sournoise dans le dossier du Sahara occidental. Depuis longtemps, elle soutenait le Maroc, non seulement d'ailleurs dans ce dossier du conflit du Sahara occidental, mais pour bien d'autres choses, le Maroc étant considéré comme d'ailleurs l'arrière-cour de la France dans son réseau France-Afrique, puisque le Maroc maintenant surveille pour le compte de la France les États de l'Afrique de l'Ouest. Mais en revenant pour revenir au dossier, la France a toujours soutenu en sous-main la position marocaine qui consistait à accorder, comme ils le disent, l'autonomie au peuple du Sahara occidental. Aujourd'hui, tout simplement, le roi est nu. Les masques sont tombés et bien entendu, et la France vient donc de dire qu'elle soutient officiellement la proposition marocaine d'accorder l'autonomie au peuple du Sahara occidental. Ceci, bien sûr, a d'énormes conséquences, d'énormes et graves conséquences. La première étant que la France a toujours dit qu'elle respectait la légalité internationale et le droit international. Or, dans le dossier du Sahara occidental, le droit international est très clair, surtout dans sa résolution 1514, qui reconnaît clairement et sans ambiguïté le droit à l'autodétermination au peuple sahraoui. Et donc la France soutenait les efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel pour faire aboutir le dossier pour une solution juste, durable dans le dossier du Sahara occidental. Et voici que maintenant aujourd'hui, elle se positionne sur la proposition d'autonomie que donne le régime marocain. Or, il y a un point juridique très important à souligner, c'est que plusieurs juridictions internationales, la Cour internationale de justice, la Cour de justice de l'Union européenne, le conseiller juridique du secrétaire général des Nations Unies et beaucoup d'autres juristes à travers le monde, ça disent clairement que le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc. Et si le territoire du Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc, comment voulez-vous qu'un État donne l'autonomie à un territoire qui ne lui appartient pas, qui ne fait pas partie de son patrimoine territorial? Voilà une grosse incongruité, une non-sens juridique que les Français veulent soutenir aujourd'hui, s'éloignant lourdement, imprudemment du droit international. Du droit international, parfait, parce que c'est ça, au fait, finalement, aujourd'hui, le sujet, c'est pas le fait que si la France soutient ou pas le plan d'autonomie, c'est ce que soutient le droit international. C'est pour ça, Riyad Sidawi, bonjour, merci de vous joindre à nous. Riyad Sidawi,
Oui, je vous entends Oui, bien. alors Oui. très bien. Monsieur Riyad Sidawi, alors que doit-on penser de cette décision, de cette déclaration qui dit soutenir le plan d'autonomie? Est-ce que vous pensez que la France a le droit de cette manière d'enfreindre finalement les résolutions onusiennes, les résolutions du droit international concernant ce dossier en particulier? Ce qui est sûr et certain, c'est que la France a bafoué le droit international. La France est un membre permanent au sein du Conseil de sécurité c'est le Conseil de sécurité qui a donné la résolution 1514 qui stipule un référendum finalement. Ça veut dire l'autodétermination. Les Sahraouis votent. Est-ce qu'ils veulent une république, un État indépendant ou ils veulent s'adhérer au Maroc? Ils sont libres. C'est l'autodétermination. D'ailleurs, la charte de l'ONU parle toujours du droit des peuples de l'autodétermination. Mais personnellement, je vois le lobby sioniste. Il faut vraiment lier la cause palestinienne, ce qui se passe à Gaza, avec la cause sahraoui. On ne peut pas les séparer. Et j'ai dit dans ma chaîne YouTube à maintes reprises que l'Algérie va être attaquée. Ils ne vont pas pardonner à l'Algérie son soutien inconditionnel à la cause palestinienne. Ce qu'il a fait son ambassadeur au sein du Conseil de sécurité, Ammar Benjama, et le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et le président Tebboune. L'Algérie est un faucon contre la normalisation et évidemment, le Maroc est un allié fidèle à l'entité sioniste. Donc, c'est le lobby sioniste international qui travaille pour le sol du Maroc, puisqu'il y a deux forces occupantes, deux forces de colonisation, que ce soit l'entité sioniste ou la force marocaine, et le peuple palestinien et le peuple sahraoui. Donc, il faut vraiment trouver un lien étroit entre les deux causes de l'Algérie, les positions de l'Algérie ou du peuple sahraoui, Polisario, vis-à-vis de la cause palestinienne. Là, il ne pardonne pas. Et le lobby sioniste, nous savons bien qu'il est fort présent, que ce soit dans les médias et surtout dans les centres de décision dans les États occidentaux. Oui, très bien. Alors, je crois que vous avez été clair, Sidawi, là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on se pose quand même la question, c'est un soutien pour le plan d'autonomie, comme vous le disiez. C'est une infraction, quelque part, comme je le disais, au droit international. Et l'Algérie n'est pas là, n'est pas partie prenante, parce que à chaque fois, on veut justement faire intervenir l'Algérie comme si elle était partie prenante. Au fait, l'Algérie ne fait que défendre un droit international, c'est-à-dire que c'est un dossier de décolonisation, n'est-ce pas, Saïd Ayachi, et que ce dossier est aujourd'hui en droit de connaître son épilogue. Il n'y a pas de raison pour que ça ne le fasse pas. Mais toute la communauté internationale, j'allais dire, s'est donné comme objectif de solutionner les derniers cas de colonisation dans le monde, à telle enseigne que maintenant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies a 17 dossiers de décolonisation à travers le monde, dont celui du Sahara occidental. Donc il y a bel et bien des cas de décolonisation dont fait partie le Sahara occidental. Oui. Ça d'une part. D'autre part, les résolutions, toutes les résolutions, de multiples résolutions du Conseil de sécurité reconnaissent au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. Et par conséquent, ce que dit l'Algérie, c'est ce que disent l'écrasante majorité des États de la communauté internationale, c'est-à-dire accorder au peuple sahraoui le droit de choisir librement son destin à travers un référendum de détermination. Je n'en veux pour preuve que la création de la MINURSO. La MINURSO est un acronyme de Mission internationale des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Et par conséquent, aujourd'hui, balayer cela d'un revers de main et aller vers une solution tout à fait non juridique et non acceptable et non conforme à la légalité internationale, c'est faire peu de cas du droit international. Ce même droit international que la France défend bec et ongle en Ukraine. Selon eux et dans d'autres parties du monde. Et par conséquent, c'est encore une fois ce double standard, ce deux poids, deux mesures. Oui, le droit international pour l'Ukraine, pas de droit international pour la Palestine, le Sahara occidental. Justement, Monsieur Sidawi, vous dites que l'Algérie est attaquée, mais c'est pas l'Algérie, c'est pas une question algérienne, la décolonisation du Sahara occidental, le fait que le Sahara aille vers le projet de l'autodétermination tel que c'est prévu par l'ONU, c'est-à-dire le rôle même de la MINURSO aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire algérienne, c'est une affaire de décolonisation du Sahara occidental avec le Maroc aujourd'hui. Le problème, c'est que pourquoi à chaque fois on essaye d'une manière ou d'une autre d'impliquer directement ou indirectement l'Algérie dans cette affaire, alors que l'Algérie ne défend que le droit international. Absolument, l'Algérie défend le droit international
et sa position est claire, mais évidemment aussi l'Algérie est un allié principal à la cause sahraoui, comme est un allié principal à la cause palestinienne, comme l'Algérie a soutenu les Palestiniens, mais nous savons bien aussi quand on voit la carte géographiquement, la Palestine est loin, c'est séparé par l'Égypte, la Libye, la Tunisie, avant d'arriver en Algérie. Or, le Sahara occidental a une frontière avec l'Algérie, d'où ce soutien direct, donc c'est un allié. Mais évidemment, ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas la négociation ou le référendum, ce n'est pas avec l'Algérie. Mais comme un allié principal et comme aussi une valeur de la révolution de novembre 54, c'est soutenir les peuples, soutenir les mouvements de libération. L'Algérie a fait la même chose avec Nelson Mandela au Sud-Afrique, avec des mouvements de libération africains, d'autres même en Amérique latine. Aujourd'hui et depuis les années 70, l'Algérie soutient la cause sahraoui. Mais évidemment, l'Algérie est très, très attachée au droit international et ça veut dire appliquer la résolution du Conseil de sécurité concernant le référendum du Sahara occidental comme applique. Mais ils veulent pas. Et je pense aussi il faut toujours lier les deux causes, la cause palestinienne avec la cause sahraoui, parce que les mêmes alliés face aux mêmes colonisateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le colonisateur ou l'ex-colonisateur français, espagnol du passé, et le colonisateur actuel qui est le Maroc ou qui est Israël, l'entité sioniste. Ils sont des alliés, plus qu'une alliance objective, ils sont des alliés sur le terrain. La même chose avec l'Algérie et les Palestiniens et les Sahraouis. Oui, allez-y, monsieur Ayachi, réagissez. Je sais que... Deux points importants à souligner sur cette question qui est pertinente et très importante. Oui. Pourquoi l'Algérie est attaquée? Nous avons compris quelle est la stratégie du régime marocain d'occupation. Il veut absolument, comme vous venez de le voir, sur le plan juridique, la chose est entendue, puisqu'il y a plusieurs résolutions qui recommandent le droit à l'autodétermination, et nous l'avons dit, la MINURSO, etc. Alors le Maroc veut sortir le problème du Sahara occidental de son cadre juridique, parce que juridiquement il est coincé par le droit international. Oui, tout à fait. Il fait le sortir de son cadre de conflit de décolonisation pour en faire un conflit de voisinage avec l'Algérie. Et là il attaque l'Algérie pour dire mais... En fait, tout ça, il le dit d'ailleurs très clairement dans ses discours. Oui, le Polisario est une invention de l'Algérie, le conflit préfabriqué par l'Algérie, etc. Il veut en faire un conflit de voisinage qui échapperait à ce moment-là à la sanction du droit international et qui deviendrait juste un problème de mauvais voisinage entre deux trucs, en nous accusant que l'Algérie veut asseoir une hégémonie sur la région, et tout quanti. Oui. Le deuxième point que je voudrais souligner, toujours dans votre question, c'est que pourquoi l'Algérie réagit de façon aussi prompte et gravement à la décision française. Parce que la France, ce faisant, lorsqu'elle elle soutient le Maroc dans sa position d'accorder l'autonomie au Sahara occidental, ceci ne fait qu'attiser le conflit, parce que les Sahraouis sont déterminés à arracher les trucs. Et si le conflit continue et soit attisé, entretenu par des ingérences étrangères, cela menace la stabilité et la sécurité dans la région. Nous n'avons pas intérêt à un conflit qui est à nos frontières, doit durer éternellement, alors que la solution juridique est très claire et conforme à la légalité internationale. Ben justement, c'est cette procédure, cette procédure un peu vicieuse, on va l'appeler ainsi. De bilatéralisation. Voilà, de mettre le conflit comme si c'était un conflit entre le Maroc et l'Algérie, sur fond de crise, bien sûr, du Sahara occidental. Et ça, c'est vieux comme le monde. D'ailleurs, ça a été à plusieurs fois. L'Algérie a été attaquée, que ce soit auprès du Conseil des droits de l'homme à Genève, de l'ONU, ou à l'ONU même. Le problème, c'est que Sidawi, tout à l'heure, vous avez abordé une question du droit international aujourd'hui, et Saïd Ayachi a parlé également de l'Ukraine, du fait que ces pays sont très, très virulents quand il s'agit, par exemple, de faire respecter le droit en Ukraine. Alors, on se demande, l'Algérie qui dénonce et déplore, d'ailleurs, je rappelle l'attitude et la réaction plutôt de l'Algérie, qui, donc, dans un communiqué qui a été publié à l'instant, il y a quelques heures, l'Algérie dénonce et déplore cette attitude qui compromet donc l'avenir, selon nous, l'avenir et la crédibilité même du droit international. Riyad Sidawi, celui qui est bafoué aujourd'hui par ces mêmes pays qui, en fait, devraient le faire respecter. Qu'est-ce qui dit aujourd'hui que ce droit ne va pas perdre de sa crédibilité, puisque les pays qui en font finalement leur ténor, aujourd'hui, sont les premiers à l'enfreindre?
Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a aucune crédibilité au pays d'OTAN, aux États d'OTAN. Il n'y a aucune crédibilité, si vous voulez, de ceux qui ont dominé le Conseil de sécurité, dominé l'ONU. On a vu comment ils ont dit oui, l'Irak en 2003, envahi l'Irak sans passer même par une résolution du Conseil de sécurité en 2003. La même chose avec la Libye en 2011, la résolution du Conseil de sécurité 1973 stipule uniquement une zone d'exclusion aérienne, une phrase vague qui la protection des civils libyens. Or, a été traduit sur le terrain par les États d'OTAN d'attaquer et éliminer un régime par la force militaire de l'extérieur qui contre la charte de l'ONU. On ne parle plus de la cause palestinienne, de ce qui s'est passé depuis les résolutions de 242 qui exigent de l'entité sioniste de se retirer de tous les territoires arabes occupés en 5 juin 1967, mais quelle force qui pourrait bombarder Tel Aviv comme ils ont fait avec Bagdad ou Tripoli afin d'appliquer le droit international. C'est l'hypocrisie totale, la politique de 2 poids 2 mesures. Nous sommes face à des forces coloniales du passé et du présent aujourd'hui, mais si vous voulez, l'histoire vient que le monde a changé. La division internationale est claire. L'Algérie ou le Polisario aujourd'hui, à mon avis, sont plus proches du monde de l'Orient, si vous voulez, du pacte sino-russe qui soutient plus la cause palestinienne et les causes justes. D'ailleurs, je pense aussi la cause du peuple sahraoui. Mais l'hypocrisie de l'Occident, ce n'est pas nouveau du tout. Et le droit international, ce n'est pas la première fois qu'il soit malheureusement bafoué et violé. Très bien, Monsieur Riyad Sidawi. Oui, Monsieur Ayashi. Oui, je voulais juste compléter pour dire que le droit international, c'est un peu le code de la route dans les relations internationales. Tout à fait. C'est le droit international qui fait que certains pays sont responsabilisés, entre autres les membres permanents du Conseil de sécurité. On leur a donné même le droit de veto. Oui. Pourquoi? Pour assurer la sécurité et la paix dans le monde, et avec un instrument magistral qui est le droit international. Or, si aujourd'hui ces mêmes mandataires de la communauté internationale à faire respecter le droit international sont les premiers à le violer, ceci pose un grave problème. Et c'est là qu'est né le double standard, le 2 poids 2 mesures, et qu'il y a aujourd'hui un fossé immense qui est creusé entre l'Occident dominateur, qui d'ailleurs a une matrice coloniale, et le Sud global qui fait de pays anciennement colonisés, qui ont accédé à la souveraineté, et qui aujourd'hui disent qu'il faut absolument que ce soit le même droit pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, il y a le Sahara occidental et la Palestine, les 2 seuls pays encore ayant droit à l'autodétermination, mais dont on contrarie cette opération parce que tout simplement l'entité sioniste et le régime marocain sont protégés par des membres influents permanents du Conseil de sécurité. Et jouissent de l'impunité. Et jouissent de l'impunité et les rend arrogants, dominateurs et exterminateurs. Bien sûr, de toute façon, ils ne sont jamais responsables de rien puisqu'ils ne payent pas leurs méfaits. Nous accueillons tout de suite Omar Ben Berti, expert en questions internationales, et bien sûr Oubi Bouchraya, le représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne. Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir. Monsieur, voilà, alors pour commencer, Oubi Bouchraya, vous avez accueilli la nouvelle, tout comme nous d'ailleurs. L'Algérie a bien sûr répondu dans un communiqué. Alors je vous cite un des passages parce que le communiqué est revenu sur toute cette affaire. Cette décision, je cite, n'aide pas à réunir les conditions d'un règlement pacifique de la question du Sahara occidental. Elle conforte une impasse, celle créée précisément par le prétendu plan d'autonomie marocain qui dure depuis plus de 17 ans. Votre commentaire, Oubi Bouchraya? Ah oui, exactement. Cette décision conforte l'envahisseur, le Maroc, dans sa politique de fuite en avant et aussi complique davantage les efforts de l'ONU pour résoudre le conflit sur la base des accords signés entre les 2 parties. Mais pour nous, au Polisario, cette décision est une décision bien sûr décevante, mais n'est pas du tout surprenante pour nous.
Oui. est une décision décevante dans la mesure où elle s'est produite dans un contexte crucial pour la cause sahraoui, là où il y a une prise de conscience progressive chez la communauté internationale sur l'urgence de règlement politique sur le conflit, du conflit du Sahara occidental, un contexte qui est marqué par une dynamique positive autour de la question palestinienne et les avancées de la cause palestinienne, les avancées aussi de la cause du Sud global, c'est la nécessité de bâtir un peu des règles, de nouvelles règles de l'ONU et de l'ordre international pour permettre le règlement de ce conflit. C'est qui, le timing, en fait, nous mène un peu à s'interroger sur la motivation derrière cette décision. Mais est à la fois pour nous n'est pas du tout surprenante du fait que dans le fond, la France était toujours à côté du Maroc et on voyait des mouvements dans les derniers mois qui pratiquement nous indiquaient que la France était en train de se soumettre au chantage du Makhzen exactement à la même manière de Sanchez en Espagne. Mais pour conclure un peu, cette décision ne change rien du tout. La nature du conflit du Sahara occidental, la nature et la justice de la lutte du peuple du Sahara occidental et encore moins la détermination des Sahraouis pour continuer leur lutte de libération, pour assurer leur droit à l'autodétermination et l'indépendance. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais et qu'on va dire que finalement, le Front Polisario avait raison, n'est-ce pas, Saïd Ayachi, de menacer, de reprendre les armes, vu que peut-être ils avaient senti venir cette trahison. On va l'appeler comme ça pour l'instant. Saïd Ayachi, juste un petit moment, le temps d'aller vers Omar Benberti. On va lui donner la parole puisqu'il est avec nous. Monsieur Omar Benberti, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, est-ce que Omar Benberti est toujours avec nous? Oui, je suis là. Très bien. Alors, Omar Benberti, comment faut-il interpréter d'abord cette décision d'une part? Est-ce que c'est un petit peu la France qui renoue avec son passé colonial, qui est donc sali avec des pays qui ont un petit peu repris la tradition colonialiste? D'abord, d'une part, et surtout, quelle lecture peut-on faire aujourd'hui de cette décision qui intervient dans ce timing bien précis? Oui, je pense que la France n'a jamais rompu avec son passé colonial. C'est ça la première chose qu'il faut retenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la France, le gouvernement français tout au moins, n'a jamais pardonné à l'Algérie sa position et son développement, bien entendu, et sa position géostratégique qui fait que ce soit en Afrique, dans le Sahel ou avec d'autres pays comme la Palestine, elle a une doctrine étrangère, de politique étrangère, qui est restée déterminante et qui n'a pas varié d'un iota. Et donc, quand on est face à un pays au passé colonial infâme, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, quand on sait ce que la France a fait dans ses colonies, on ne peut qu'être dubitatif de considérer que ce pays va respecter, comme vous dites si bien, et comme l'ont dit vos invités, ce que vous appelez le droit international. Le droit international a été fait par ces gens-là. Il n'a pas été fait par ce que vous appelez la communauté internationale. La communauté internationale, ça n'existe pas. Il n'existe que des principes et des réalités intangibles. La réalité actuelle avec le Sahara occidental, c'est que c'est un peuple qui a été colonisé par l'entité espagnole. Les Espagnols se sont lavé les mains et le Maroc a précipité au nom de je ne sais quel argumentaire, quelle argutie, pour occuper ce territoire. Partant de là, l'Algérie ne peut pas rester insensible puisqu'elle a développé tout au long de son histoire, depuis qu'elle est indépendante et même avant son indépendance, elle a développé une attitude très ferme vis-à-vis des pays qui voulaient, des peuples qui voulaient avoir le droit de s'autodéterminer. C'était le cas avec l'apartheid en Afrique du Sud, souvenez-vous. C'est le cas actuellement. Oui. Et donc aujourd'hui, le gouvernement français est aux abois, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la France est un pays qui est aux abois. À partir de ce moment-là, avec le développement de l'entité sioniste, regardez ce qui s'est passé à Washington hier lorsque
un criminel de guerre reconnu mondialement est accueilli par le Congrès américain, il y a des questions, et qui prononce un discours, il y a des questions à se poser alors que toute une population était autour du Capitole pour lui dire dégage. Bon, partant de là, il n'y a rien d'étonnant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Front Polisario, nos amis sahraouis, doivent continuer la lutte de libération, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ils doivent se battre comme le font les Palestiniens, se battre, ça va coûter très cher, et il faut qu'ils continuent de harceler l'armée marocaine de sorte que celle-ci baisse les bras. Ce n'est pas le soutien de ce qu'on appelle anticonstitutionniste qui va aider le Maroc. Le Maroc n'a pas de perspective autre que de s'entendre avec ses voisins. S'il ne le fait pas, il va à sa perte. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de lieu de s'étonner de l'attitude d'un gouvernement qui, quand vous voyez le ministère des Affaires étrangères par qui il est dirigé en France actuellement, et ce pays par qui il est dirigé, vous comprenez beaucoup de choses. Mais l'Algérie n'a plus à faire les yeux doux à la France. Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle ne l'a jamais fait des yeux doux à la France. J'ai souvent la rectification, Ahmad Ben Barti. Je voulais remercier d'abord Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS, d'avoir été avec nous. Merci Riyad Sidawi. On se retrouvera pour d'autres émissions. Je sais que vous êtes trop pris ailleurs. Je vous libère. Et bien sûr, on revient tout juste après ça. Alors, on se retrouve pour la suite de notre débat aujourd'hui consacré à cette position ou à cette annonce à Saïd Ayachi de la France concernant sa position en soutien à l'autodétermination, donc du plan d'autodétermination, donc faisant complètement fi du droit international concernant la question sahraoui, comme si c'était une question... Vous avez fait un bon lapsus. Oui, lequel? C'est parce que vous avez parlé d'autodétermination. En réalité, c'est pour l'autonomie. Ah, pardon, je parlais de l'autonomie, du plan d'autonomie. Oui. Très, très bien. Merci beaucoup, monsieur Ayachi, de me reprendre. Et donc, je disais comme si c'était une affaire française ou comme si c'était une affaire juste entre le Maroc et la France, alors que la question sahraoui est une question de décolonisation. Le problème qui se pose donc à Saïd Ayachi aujourd'hui, et la question qu'on pourrait se poser, que cache ou qu'est-ce qui se cache derrière cette décision et cette déclaration de la France et qui intervient maintenant? Alors, il y a d'abord un caractère colonialiste de la France officielle. Oui. La France est le seul, un des anciens empires qui ont un déni de la colonisation. Ils ne reconnaissent pas l'entreprise coloniale là où ils ont été. Ils disent nous avons civilisé les gens. Oui, bien sûr, ils l'ont dit pour l'Algérie. Oui. Nous le savons, nous, mieux que personne. Oui. Et puis, cette matrice coloniale a accouché d'un esprit néocolonial. Et donc, aujourd'hui, la diplomatie française est traversée encore par ce courant néocolonialiste. Et là où la France peut s'accrocher pour encore asseoir sa domination, elle le fait. Elle est maîtresse au Maroc. La France est maîtresse au Maroc. Il y a de puissants lobbies sionistes et pro-sionistes français qui sont viscéralement anti-algériens. Je vous ai entendu parler d'un triste individu qui s'appelle Xavier Diriancourt, qui a été ambassadeur d'ailleurs chez nous. On va y revenir, oui. Qui a été ambassadeur chez nous et qui, dit-on, se voyait déjà ambassadeur de Jordan Bardella, puisqu'il est très arrimé à l'extrême droite française. Oui. Ça aurait été un pur produit de l'OAS, d'ailleurs. Xavier Diriancourt, il a une haine extraordinaire de l'Algérie. Intrinsèque. Et donc, il a déjà travaillé, il était au Maroc il y a quelques semaines, il a travaillé pour ce sujet-là. Donc, les lobbies pro-marocains sionistes en France étaient déjà à l'ouvrage, et donc on forçait la main, certainement, si l'expression est juste, pour que cette décision, qui est très grave pour la France officielle. Oui. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité et se doit de défendre le droit international. Et de rester surtout impartial. On savait qu'il y avait cette inclination vers les positions marocaines, mais au moins, elle n'était pas publiquement affichée. Aujourd'hui, le fait de le dire, c'est d'abord une grave décision. Elle va compliquer la recherche de la solution dont est chargé le secrétaire général. Souvenons-nous que les Nations Unies parrainent l'accord de cessez-le-feu entre le Front Polisario et le Royaume marocain. Et donc, aujourd'hui, la France disait jusqu'à il n'y a pas longtemps, nous soutenons les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel. Et puis, de l'autre côté, à mon sens, je suis de ceux qui pensent que cette décision va encore aggraver le déclassement international de la France
après tous ces échecs retentissants qu'elle a connus en Syrie, en Libye, au Sahel, et ça va continuer encore, parce que de toute façon, la décision française ne fera que compliquer les choses, mais elle n'apportera aucune solution qui serait à inscrire au palmarès de la diplomatie française dont elle est incapable. Alors, Oubey Bouchraya, justement, Saïd Ayachi parlait de déclarations qui ont été faites, il faut dire, il y a une semaine de cela, je crois, quelques jours, par l'ancien ambassadeur français en Algérie, donc Xavier Driancourt, qui disait effectivement que le plan d'autonomie était la meilleure solution pour ce qu'on appellerait la question sahraoui. Donc finalement, le Front Polisario et la RAST avaient vu venir cette sortie, puisque vous avez dit vous-même, Oubey Bouchraya, que ce n'est pas une surprise. Oui, exactement. Moi, je crois qu'on voyait ça venir. Moi-même, j'ai publié un tweet en avril dernier sur mon compte sur X, la plateforme X, exactement comme confirmant comme quoi c'est ne plus à écarter que Macron reprend exactement le même chemin de Trump. De Trump. Oui, exactement. Donc, c'est pas du tout surprenant pour nous, mais je crois que cette fois-ci, comme le dit notre ami Dr Ayachi, qu'il affiche ça publiquement, voilà le danger. Dans le fond, le Maroc, la France était toujours à côté du Maroc, mais cette fois-ci, ils ont franchi le seuil de formaliser cette position qui rompt totalement et dans le fond et dans la forme avec la légalité internationale, avec les obligations de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et membre aussi de ce groupe soi-disant les Amis du Sahara occidental au sein du Conseil de sécurité. Je crois que concernant le timing, il y a des motivations, il y a des raisons. D'abord, cette décision, c'est le résultat de tout un marchandage entre le Maroc et la France pour réussir à déclarer une renormalisation des relations bilatérales entre la France et le Maroc. Les prix étaient cette décision, cette prise de décision officielle de la France. On a voyé les déclarations du ministre des Affaires étrangères français séjourné avril dernier, là où a dit que pratiquement, de facto, la France reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais je crois aussi qu'il faut bien faire le lien entre ce qui s'est passé hier à Washington dans cette réception à Netanyahou avec l'annonce de la France concernant le Sahara occidental. C'est les deux parents principaux de deux forces colonialistes occupantes qui sont Israël et le Maroc qui s'apprêtent un peu désespérés du fait que le peuple est en train de gagner du terrain pour venir en secours de ces deux puissances occupantes militaires. C'est les États-Unis qui ont fait ça pour Netanyahou au Congrès hier, et c'est la France aujourd'hui qui annonce exactement en faveur du Maroc cette prise de position. Et je crois que pour les Sahraouis, ça change rien dans le fond, mais ça nous encourage et nous oblige en fait de redoubler les efforts pour contrecarrer cette offensive marzélienne, marocaine, afin de convaincre les autres puissances européennes de suivre le chemin maintenant de Macron, qui dans le contexte européen devient de plus en plus la référence comme celle de Trump Tout à fait. En 2020. Très bien, l'idée est passée. D'ailleurs, je vais vous reprendre un petit peu juste pour lancer Omar Ben Berti. Omar Ben Berti, effectivement, le parallèle est tout fait entre donc, les réactions de Trump, ce qu'il a fait pour la Palestine lorsqu'il avait décidé de reconnaître l'antité-sioniste comme la capitale donc, de l'antité-sioniste. D'ailleurs, il avait même fait le transfert de l'ambassade de Tel Aviv vers Al-Quds, ce qui est non conforme au droit international.
Et justement, avec le parallèle est tout fait avec le gouvernement démissionnaire de Macron. Justement, Omar Benbarti, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, face à cette crise interne de Macron, il serait réellement aux abois et qu'il joue aujourd'hui la carte du Sahara occidental? Aux abois, il est aux abois depuis son élection, mais c'est un pion. Emmanuel Macron, le président de la République française, n'est qu'un pion entre les mains du lobby sioniste. N'oubliez pas que c'est un agent de Rothschild. À partir de ce moment-là, il exécute ce qu'on lui demande d'exécuter. Ce qui est frappant, et vous l'avez bien soulevé, c'est que c'est un gouvernement démissionnaire, c'est une crise interne politique très importante qui fait qu'il choisit ce moment pour que son ministre des Affaires étrangères disent qu'il reconnaît l'autonomie le plan d'autonomie du Marocain. Et donc, à partir de là, on peut se poser la question de se dire, mais est-ce qu'il est conscient des actes qu'il est en train de poser? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des enjeux économiques qu'il ne faut pas perdre de vue. On reste dans le politique, le respect du droit international, etc. Mais il y a des enjeux économiques très importants. L'Algérie dérange, d'un point de vue économique, les pays du sud de la Méditerranée, donc la France. Elle les dérange terriblement à tel point qu'aujourd'hui, ils se débattent dans des situations telles qu'ils se rapprochent sur le Maroc. Mais du point de vue économique, avec le Maroc, il n'y a rien. Ce n'est pas un fournisseur d'énergie, ce n'est pas un fournisseur d'hydrocarbures, ce n'est pas un grand pays. C'est un pays qui est là juste pour embêter un autre pays qui s'appelle l'Algérie, qui dérange terriblement le sud de l'Europe. Parce que les Allemands ou les Suédois ou les Norvégiens ou les Britanniques n'en ont rien à cirer de savoir ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc. Oui. La France, les intérêts sont plus au point parce que la France est menacée dans ses intérêts économiques. Et Macron, qui est un agent économique au service d'intérêts particuliers, qui ne sont pas les intérêts de la France, mais les intérêts de qui vous savez, comme du sionisme américain, continue à développer des attitudes négatives. Et aussi parce que lui, il n'en a rien à tirer. Ce qu'il importe, c'est d'être le toutou de ses maîtres. Oui. Je pense que l'Algérie a des positions à défendre et elle a les moyens de défendre et elle a les moyens de dire à ces gens occupez-vous de vos affaires. Sauf que maintenant, il appartient à nos amis sahraouis de développer davantage leur lutte contre les Palestiniens. Oui. Oui. Très bien. Alors, on revient vers vous de toute façon, Omar Benbarti. Saïd Ayachi, finalement, un pays comme la France ou autres qui sont donc dans le Conseil de sécurité de l'ONU devrait un minimum, je dirais, de choses, un minimum également de retenue et surtout d'impartialité. Ce genre de je ne sais pas comment pour de déclaration, ce genre de position met en cause toute l'impartialité que devrait se munir un pays du Conseil de sécurité. Mais surtout, on se rappelle un petit peu la réaction des États-Unis par rapport à la Palestine, qui ont donc usé de veto pour continuer à réprimer le peuple palestinien aujourd'hui. Ce même pays qu'est la France aujourd'hui va se mettre au devant de la scène pour prendre position avec un pays tierce. Ce n'est pas normal. Ou un pays qui est donc partie prenante dans le conflit. Ce n'est pas normal. C'est tout le problème de la situation qui existe au niveau international en ce qui concerne le droit international, nous l'avons dit tout à l'heure, qui est le soubassement des relations internationales. Ces pays, membres permanents du Conseil de sécurité, sont censés veiller sur l'équilibre des relations internationales en garantissant la paix et la sécurité. Or, ce sont les premiers à violer le droit international et les premiers à, ce que vous avez dit, scandaleux, ça restera dans l'histoire, les États-Unis par un droit de veto qui disent non, laissez-les continuer la guerre, il faut qu'ils tuent encore davantage. Un maximum, c'est pas suffisant. Ou alors encore plus cyniquement et de façon tout à fait inhumaine, qui tuent un peu moins, mais laissez-les tuer quand même. C'est tout à fait immoral. Et aujourd'hui, bien sûr, quand la France maintenant s'aligne sur les positions marocaines, c'est tout simplement, elle est disqualifiée dans la recherche de la solution. Les Sahraouis l'ont dit tout à l'heure. Elle est plus fiable. Obi Bouchraya l'a dit que les Sahraouis ne sont pas surpris par la position aujourd'hui officielle de la France, parce qu'il y a très longtemps déjà, les Sahraouis disaient la France fait partie du problème. Elle ne fait pas partie de la solution. Tout à fait. Et donc la France est plus que jamais fait partie du problème, puisqu'elle va compliquer la recherche de la solution pour le Sahara occidental. Et donc quand des membres permanents deviennent eux-mêmes
l'handicap dans la résolution des conflits, cela pose un gros problème et amène à la demande insistante de beaucoup de pays du Sud pour réformer les mécanismes des Nations Unies et faire en sorte qu'il y a plus d'autorité, plus d'équilibre et plus de justice dans les relations internationales. Très bien. Vraiment, vous faites très bien de le dire vers la fin, Saïd Ayachi, parce que finalement, qu'est-ce qui pose problème depuis qu'il y a la guerre, par exemple, à Gaza, depuis qu'il y a la décolonisation et qu'on va de tergiversation en tergiversation dans l'application de lois? Ce qui pose problème, finalement, c'est qu'il n'y a plus de confiance dans ce droit international. Écoutez, ça a été renforcé avec ce genre de comportement. Vos invités l'ont dit à tour de rôle, et je le dis pour la troisième fois, ce dont on a assisté hier au Congrès américain est un scandale sans nom. C'est un criminel de guerre invité au Congrès. Un nouvel Hitler, en fait, est accueilli en standing ovation pendant 3 minutes parce que c'est Netanyahou qui leur dit mais vous savez, votre avenir est lié au nôtre et de toute façon, nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas exterminé le Hamas. Il a dit que vous avez un partenaire solide au Moyen-Orient. C'est ce qu'il a dit. Exact. Et nous défendons la civilisation judéo-chrétienne, etc. Mais c'est tout simplement hallucinant. Quand dans la chambre de représentation populaire du plus grand pays de la planète, enfin en termes de puissance économique et politique, et on assiste à ce genre de spectacle, c'est tout à fait intolérable, c'est tout à fait insupportable, puisque dans le problème palestinien, là aussi le droit international est clair. Que demandent les Palestiniens? Qu'on leur construise un État qu'on leur a promis en 1947. En fait, on leur a promis une partie de leur terre. On a installé l'antisioniste et leur partie à eux a disparu. Donc ils réclament que la partie qui devait leur revenir leur soit rendue. C'est tout simplement. N'importe quel, j'allais dire, juge de 3e catégorie vous dira que c'est ça le droit. Eh ben non. Il faut laisser l'antisioniste faire ce qu'elle veut et laisser le régime marocain pratiquer la politique qu'il veut, entre autres offrir, vous savez, Madame Guertal, c'est très important cette histoire de donner l'autonomie à un territoire qui ne fait pas partie du vôtre. C'est un non-sens juridique. Oui, tout à fait. C'est un non-sens juridique. Et donc, aujourd'hui, que les uns et les autres proposent et promettent que c'est une solution à la limite acceptable, qui va l'accepter? Mais laissez les Sahraouis choisir. S'ils veulent aller avec le Maroc, ils n'ont pas besoin d'avoir une autonomie. Si le Maroc veut se montrer généreux dans l'autonomie qu'il la donne au RIF marocain qui la réclame, pourquoi il ne la donnerait pas au RIF? Et alors, à ce moment-là, ils ne peuvent pas donner l'autonomie à un territoire qui ne fait pas partie du Maroc. Très bien. Omar Benbarti, parce que vous êtes toujours avec nous, finalement, comme je le disais, maintenant, de plus en plus, les pays du Sud global ont raison, finalement, de demander une réforme de cette institution qui s'appelle donc l'ONU aujourd'hui, puisque de toute façon, les pays qui sont censés faire respecter les résolutions et le droit de l'homme sont les premiers à le transgresser. Et la décision d'aujourd'hui en atteste, on est la meilleure preuve finalement. Tout à fait, bien sûr. Mais c'est pas ce que vous appelez le Sud global qui va changer le rapport de force. Le rapport de force est en train de changer de lui-même. Je veux dire qu'il y a des pays qui s'appellent la Fédération de Russie, il y a un pays qui s'appelle la Chine, il y a d'autres pays en Afrique qui émergent, il y en a d'autres en Amérique du Sud. Et à partir de ce moment-là, il est évident, où il est apparent que l'ordre tel qu'il a été, l'ordre mondial entre guillemets, tel qu'il a été fondé, élaboré par l'Occident, est en train de s'écrouler. Et là, on est face à une bête féroce qui est blessée, et à partir du moment où une bête féroce est blessée, elle part dans tous les sens. Ce qu'elle fait, c'est d'essayer de vous tuer. Et c'est ce qu'essayent de faire aussi bien les États-Unis en Palestine, que les Français avec nous et avec nos amis du Polisario. Donc, moi, je reste dubitatif sur la vision à courte vue quand les dirigeants politiques de ces pays, sachant qu'ils sont menacés, qu'ils sont en train de disparaître. Et à partir de ce moment-là, il faut que des pays comme l'Algérie et d'autres se tiennent debout sur leurs jambes, de sorte que demain, avec la force qu'ils vont développer, ils seront capables de dire non. Et il n'y a pas lieu de rêver de changer le droit international ou je ne sais quoi, c'est eux qui l'ont fait. Et ils le bafouent au quotidien, tous les jours il est bafoué. Tous les jours que le bon Dieu fait, la Cour internationale de justice
personne ne l'écoute. Il y a des pressions du Mossad, des agents de sécurité américains, etc. Regardez la directrice du service secret américain qui a été poussée à la démission, parce que ce sont des pays qui fonctionnent sur le crime, le meurtre, la rapine, le vol et le pillage. Donc une fois qu'on le sait, on sait à qui on a affaire, il faut qu'on adopte avec eux les mêmes attitudes qu'ils ont avec nous. Il faut pas les lésiner, et il faut comprendre que l'actuel gouvernement ou les hommes politiques français actuellement sont en phase de développer davantage leurs relations avec un pays qui s'appelle le Maroc, puisque Macky Sall du Sénégal, lorsqu'il a été dégagé par son peuple, il est parti se réfugier à Marrakech. Les choses sont claires quand même. Oui. Alors, très bien, Omar Benbarti, Saïd Ayachi, il y a tellement de questions, au fait, parce que finalement, on est de plus en plus en perte de confiance. Quand je dis on, c'est-à-dire ce sud qu'on appelle global, ces pays d'Afrique qui souffrent pour, par exemple, le Sahara occidental de colonisation, pour Gaza, qui est donc sous le joug de cette colonisation sioniste, donc finalement les mêmes procédés. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais juste un petit peu rappeler les déclarations de Sidi Omar, qui est le représentant du Front Polisario, donc à l'ONU, et coordinateur avec la MINURSO, qui a dit que, avec ces termes, que les conclusions de la Cour internationale de justice, la CIJ, dans son avis consultatif sur les conséquences juridiques des politiques pratiques de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds Est, s'appliquent pleinement au Sahara occidental. C'est-à-dire, c'est pour juste dire qu'il n'y a absolument aucune différence dans le procédé colonial. Nous connaissons la similitude entre les deux dossiers. Elle a été établie et vérifiée depuis très longtemps. Vous savez, d'ailleurs, dans l'aspect politique, dans l'aspect diplomatique, mais même dans l'aspect de l'occupation elle-même. Vous savez, des violations quotidiennes des droits de l'homme au Sahara occidental, idem en Cisjordanie, et aujourd'hui des massacres à Gaza. Vous avez un mur au Sahara occidental, vous avez un mur en Cisjordanie. Tout à fait. Vous avez des prisonniers politiques sans jugement pendant des années, c'est la même chose. Des tensions administratives. Vous avez des viols, vous avez des enfants tués quotidiennement ici et là. Une similitude quasi complète, y compris dans l'aspect diplomatique. Vous avez une centaine de résolutions en faveur des Palestiniens qui enjoignent à l'entité sioniste d'aller vers la solution des États. Elles ne sont jamais respectées. Voilà. Et personne ne rappelle à l'ordre de l'entité sioniste. Et vous avez des dizaines de résolutions en faveur de l'autodétermination pour le Sahara occidental et personne n'appelle le régime marocain à l'appliquer. Et donc, vous voyez que la similitude est plus que complète. Il y a une identité dans tous les aspects du dossier, et par conséquent, il y a ce parrainage, cette protection qui est accordée par deux membres influents du Conseil de sécurité, les États-Unis pour tout d'ailleurs, pour les deux dossiers, mais principalement pour la Palestine, et la France pour ce qui est du Maroc, et donc ces deux pays jouissant de l'impunité se montrent arrogants, pratiquent la politique du fait accompli et ont l'air de dire nous faisons ce que nous voulons et advienne que pourra. Et c'est ce qui fait que depuis le 7 octobre, il faut le dire, et c'est tant mieux, l'histoire l'écrira, les choses bougent. Les choses bougent parce que depuis la guerre du Vietnam, on n'a pas vu la rue internationale se mobiliser autant que pour la Palestine. Pour une cause, c'est-à-dire pour la justice, c'est-à-dire pour le droit. Tout à fait. Et au Sahara occidental, vous avez 85% du peuple espagnol qui est en faveur des thèses du Front Polisario. Et donc ceci va demander une lutte continuelle qui va peu ou prou, d'ici quelques temps, aboutir à la résolution des conflits dans le cadre du droit international. Très bien. Omar Benbarti, ce n'est pas non plus un hasard, on va le dire. Hein. Donc, en plus de la déclaration, en plus de cette sortie médiatique, pour certains, peut-être qui n'était pas une surprise, comme disait Obi Beshraya, mais pour d'autres, oui, c'était une surprise. Alors, ce n'est pas un hasard, comme je disais, Omar Benbarti, que l'armée des États-Unis, par exemple, que les États-Unis plutôt, aient financé aussi l'armée du Maroc, tout comme elle finance aujourd'hui l'entité sioniste. Bien sûr, ce n'est pas un hasard, ce sont des servants de leur politique. Et à partir du moment où un navire américain pour les sionistes qui débarque à Tanger ou qui fait escale à Tanger, cela est très clair. Mais ça nous le savons. Nous savons que ce n'est pas un secret, les Américains financent, ce n'est pas un secret, financent le Marzen. Nous savons que les Français sont tous, la classe, l'élite politique française a tous des intérêts,
au Maroc, il y a des terres qui appartiennent à une élite politique française, il y a des villas marocaines, enfin bref. Une fois que l'on sait tout ça, on comprend aisément le comportement d'un Xavier Driancourt qui, lui, est un anti-algérien notoire. Ça ne devrait pas nous étonner. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que nous soyons étonnés. Nous le savons. Nous savons que depuis fort longtemps, depuis déjà, on l'avait évoqué vous et moi dans une précédente émission, depuis très longtemps, les Marocains ont une attitude très hostile vis-à-vis de l'Algérie. À partir de ce moment-là, on le sait. Une fois qu'on le sait, maintenant il y a un problème de décolonisation avec le Sahara occidental. Le pays le plus concerné, c'est l'Espagne. L'Espagne, elle s'en est lavé les mains. La population espagnole, elle est tout à fait d'accord avec les revendications des Sahraouis. C'est parce que nous avons une doctrine qui est claire, qui depuis 62, là, c'est la même. Elle consiste à défendre toutes les causes justes, qu'elles soient l'apartheid, la lutte contre l'apartheid, ou la libération de la Palestine, ou la libération du Sahara occidental. Et il y a d'autres régions dans le monde qui sont... Regardez ce qui se passe en Ukraine aussi. L'OTAN est en train de se casser la figure en Ukraine, et les Européens savent très bien qu'ils sont en train de se casser la figure, mais ils continuent de croire en des illusions qui sont parfois... on se demande s'ils ne relèvent pas de la schizophrénie ou s'ils ne relèvent pas de la pathologie psychologique. Saïd Ayachi, on va un petit peu faire une petite marche arrière très légère comme ça, on n'ira pas très loin d'ailleurs, tiens. Depuis quand même le début de cette année, et bien avant, c'est-à-dire la fin 2023, la question sahraoui avait commencé à gagner en popularité, n'est-ce pas? Que ce soit en Amérique latine, où il y a eu de plus en plus de reconnaissance et surtout d'appel à ce que le projet de l'autonomie, de l'autodétermination du peuple sahraoui à donc dépendre de lui-même, a été prôné. Également en Afrique, dans certains pays africains, on a vu aussi des visites du président Ibrahim Ghali, le président sahraoui, dans certains pays africains. La dernière en date, c'était donc celle de l'Afrique du Sud, et bien avant, c'était donc le Kenya, ou certains pays qui plus ou moins étaient encore dans le doute, par exemple comme le Kenya, avaient effectivement bien clarifié leur position concernant cette question sahraoui. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce genre, je dirais, c'est cette avancée sur le plan donc médiatique de la question sahraoui qui fait tellement peur aujourd'hui au Maroc et à la France pour qu'ils puissent faire ou commettre autant d'impairs? Les Français, la position qu'ils viennent de prendre, c'est sûr que c'est le résultat de puissants lobbies, bien entendu. Et surtout, dites-vous bien une chose, oui. Avant que je ne réponde directement à votre question, que maintenant, le Maroc est en passe de devenir une annexe de l'entité sioniste. Tout à fait. Vous savez que les Israéliens sont maintenant admis à récupérer leurs terres. Ils achètent des maisons, ils ont acheté des terres. Le droit hébraïque est maintenant introduit dans la législation marocaine. Azoulay règne en maître sur le Maroc, aussi bien sur le palais royal que sur le gouvernement. Et donc, quelque part... sur la décision politique. Et quelque part, la France, comme elle s'est fait jeter du Mali et de ces autres pays du Sahel précarés français, va se faire jeter du Maroc aussi par l'entité sioniste. Mais pour ce qui est de votre question, mais bien sûr, l'Afrique a une ADN anticoloniale. C'est inscrit dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unité africaine, et maintenant dans l'acte constitutif de l'Union africaine en 1999, y compris son article 20. Vous savez que maintenant, la race des membres fondateurs de l'Union africaine, elle siège à côté du Royaume du Maroc. Et donc, elle est partie prenante de cette Union africaine. Et donc, tous les articles de l'acte constitutif sont applicables, d'ailleurs, qui sont très clairs. Vous savez, ils vont dans le détail. Et je rappelle ici que l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, en mars 2021, a demandé à ses pairs africains de se réunir sur le dossier du Sahara occidental pour qu'on puisse prendre des décisions, dit-il. Il avait demandé à ce que les décisions soient pratiques, concrètes. Elles ont été prises, elles ne sont pas appliquées, mais elles ont été prises. Et donc aujourd'hui, c'est d'abord l'ONU qui s'est portée parrain du cessez-le-feu, et c'est l'Union africaine dont fait partie la race qui sont responsables de trouver la solution de décolonisation du Sahara occidental selon l'axe constitutif de l'Union africaine et selon la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. Très bien, Monsieur Ayachi, je crois que vous avez été vraiment concis. Alors juste, on se retrouve et on poursuit notre débat juste après cette courte page publicitaire.
Alors on poursuit le débat aujourd'hui consacré au Sahara occidental, la question de décolonisation, la dernière du genre en Afrique, donc ou dans le continent africain, et surtout cette déclaration de soutien très explicite de la France donc au plan d'autonomie, contrairement donc à ce que stipule le droit international et bien sûr les résolutions onusiennes qui sont consacrées à ce dossier sahraoui. Omar Ben Barti, maintenant on va essayer un petit peu de voir aujourd'hui et maintenant, et juste après cette réaction, la réaction algérienne qui donc l'a publiée dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, un passage très important parce que ce que dit le communiqué, le voici. Enfin, et alors que la conjoncture actuelle connaît une mobilisation des bonnes volontés au sein des Nations Unies, à l'effet de donner un nouveau souffle à la recherche d'un règlement au conflit du Sahara occidental, la même décision française vient s'inscrire à contre-courant de ces efforts dont elle contrarie et entrave le déploiement donc dans l'intérêt supérieur de la paix et de la stabilité et de la sécurité dans la région. Au fait, finalement, toutes ces années où des efforts ont été déployés par les pays qui sont soucieux de voir le droit international être appliqué, y compris l'Algérie, qui dès le départ donc a porté cette question à bras le corps par souci de voir ce pays être décolonisé en Afrique. Et vous savez que l'Algérie a toujours été appelée la Mecque des révolutionnaires et elle ne changera pas. Donc tous ces efforts, quelque part je dis, parce que oui, Omar Ben Barti est parti, donc Saïd Ayachi, donc tous ces efforts finalement ont été jetés à l'eau quelque part par une France et par ce genre de déclaration qui finalement met tout en cause. Est-ce que c'est le cas ou pas? Voilà. Est-ce que c'est le cas ou pas? Que ceux qui soutiennent les thèses marocaines s'assument clairement. Oui. D'abord, pour solutionner un problème de ce genre à l'échelle internationale, il faut se référer au droit international, sauf s'il y a un accord franc et direct entre les parties. Oui. Ce que disent les Marocains, les Sahraouis. Les Sahraouis. Et rappelons-le, il est important de le rappeler que jusqu'à 91, les Sahraouis étaient militairement vainqueurs sur le terrain. C'est le Maroc qui a demandé le cessez-le-feu. Il a demandé le cessez-le-feu d'abord en s'adressant à l'Algérie qui n'a pas voulu s'entremettre entre les parties, pour justement, et elle a bien fait, pour ne se voir accusée d'être partie prenante. Encore une fois, exactement. Et donc, on a demandé encore plus une garantie internationale, en l'occurrence l'Organisation des Nations Unies, qui ont accepté de parrainer le cessez-le-feu, et les Sahraouis ont accepté de signer le cessez-le-feu à la condition que l'on organise un référendum d'autodétermination. Ils ont demandé l'application du droit international. Ils n'ont pas dit « donnez-nous l'indépendance ». Ils ont dit « donnez-nous l'autodétermination auquel on a droit ». Et l'ONU s'est portée garante de ce processus. La preuve, je vous ai dit, on a créé la MINURSO. Et donc, aujourd'hui, que la voie pour la solution juste et définitive au conflit a été déterminée par les Nations Unies. Quand je dis Nations Unies, ça veut dire la communauté internationale. Tout le monde était d'accord, puisque c'est une résolution. Et donc, on s'était engagé sur cette voie. Si maintenant des gens veulent revenir en arrière sur cela, et dans un cadre, je le répète, non juridique, l'autonomie ne fait pas partie du référendum. Et donc, aujourd'hui, que ceux qui veulent le dire s'assument. Jusque-là, pourquoi la France ne l'a pas fait? Parce qu'elle allait à l'encontre du droit international. Rappelons que déjà la France avait commis une incroyable entorse à son mandat de membre permanent du Conseil de sécurité, lorsqu'en 2013, elle a refusé d'élargir le mandat de la MINURSO au respect et à la défense des droits de l'homme après qu'il eut été établi des manquements graves, des violations graves des droits de l'homme par l'autorité marocaine d'occupation. Et c'est incroyable que la France, qui se gargarise d'être la patrie des droits de l'homme, refuse qu'une entité onusienne ait la mission de faire respecter les droits de l'homme. C'était première. Aujourd'hui, elle veut encore nous faire avaler une solution non juridique du problème. Non reconnu d'ailleurs. Ce qu'on demande, ce qu'on attend de la part de la France, c'est qu'elle fasse respecter la légalité internationale. Voilà. C'est-à-dire laissant aller les Sahraouis à l'autodétermination et à ce moment-là, qu'ils choisissent ce qu'ils veulent. Et à ce titre-là, je rappelle que l'Algérie elle-même, après 7 ans et demi de guerre, De Gaulle qui voulait sauver la face,
n'a pas dit nous avons été politiquement et militairement vaincus. Oui. Nous voulons sortir avec le regard, avec l'application du droit international, d'où notre référendum d'autodétermination. Et donc, ce qu'a fait la France pour l'Algérie, elle devrait l'accepter pour les Sahraouis. Il devrait le prendre pour exemple pour le Sahara occidental. C'est une référence. Oui. C'est une référence. Tout à fait, M. Ayachi. Bon, on ne se lasse pas de vous écouter, il est vrai. Et d'ailleurs, le gouvernement algérien, parce que le gouvernement algérien, pour un petit peu rejoindre ce que vous venez de dire, dans ce même communiqué, tirera toutes les conséquences, c'est ce que dit le communiqué, qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière Il faut juste rappeler, mais en 2 minutes, en deux mots très rapidement, Oui. vous savez que l'Algérie n'est pas d'accord sur dénonce cette position nouvelle de la France, parce que nous sommes un pays concerné par le conflit à nos frontières. Il y a l'insécurité, la menace de l'insécurité et la stabilité, et donc on ne veut pas que les gens viennent compliquer encore la recherche de la solution. On veut que ce conflit se termine. Oui. Justement, ce n'est pas terminé. Je vous assure que ce n'est pas terminé. Omar Ben Berti. Alors, est-ce qu'on va poser cette question comme ça, parce que pour ne pas avoir l'air naïf quand même, parce qu'on sait très bien que les décisions politiques sont toujours derrière eux des liens commerciaux, des liens économiques. Et on sait très bien que le territoire sahraoui, qui est un territoire litigieux aujourd'hui, bénéficie de beaucoup de convoitises et que le Maroc joue sur ça, joue sur le fait qu'il n'y a pas encore de référendum, joue sur le fait que ce territoire n'a pas été statué, joue sur beaucoup d'aspects. Et la France, depuis quelque temps, avait annoncé la réalisation de méga-projets, de plusieurs projets, donc un projet de coopération économique entre le Maroc et la France sur des territoires sahraouis. Est-ce que ce n'est pas en rapport avec cette décision? Parce que finalement, là, on est dans la transgression la plus totale du droit international. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Je voudrais reprendre tout à l'heure, vous aviez évoqué la question du timing. Oui, tout à fait, Pourquoi la France décidait à ce moment-là, maintenant, de dire ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Maintenant, la réponse du ministère algérien des Affaires étrangères a été cinglante. Elle était longue, certes, mais elle est cinglante parce qu'elle remet les choses en place. Il y a une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a quelques jours, 2 ou 3 jours à peine, le ministre nigérian du Nigeria a décidé, concernant le passage du gazoduc, le fameux gazoduc qui devait partir du Nigeria, traverser le Niger et venir en Algérie et être exporté vers l'Europe. Rappelez-vous que la France a tout fait à travers ses réseaux pour essayer de faire en sorte, avec le soutien bien sûr du Maroc et de certains pays, faire en sorte que le tracé de ce gazoduc passe par l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, la Gambie, etc., et qu'il remonte tout à fait vers le Maroc, et ensuite, à partir du Maroc, il alimente. Cette dimension, elle est essentielle dans la mesure où, à partir du moment où c'est un échec caractérisé pour ce projet qui allait coûter les yeux de la tête, mais pour lequel la France avait l'assurance d'avoir des approvisionnements faits pour ce qui la concerne par rapport à son énergie. Maintenant qu'avec le Nigeria, l'Algérie, le Niger, ils vont se développer ce gazoduc qui est en train de se développer malgré la mauvaise volonté des autorités françaises. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a ce timing dont vous parliez respecte pas tout à fait la décision qui a été prise par ce ministre nigérian du pétrole, des hydrocarbures, qui a finalement assuré que le gazoduc partirait du Niger, de Lagos, et qu'il passerait par l'Algérie. Et ça c'est un camouflet pour toute la politique de la France. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, de puissants intérêts matériels, financiers et autres sont menacés, et donc la partie est perdue. Au-delà maintenant de ce que vous aviez évoqué concernant les richesses et les potentiels de richesses qui existent au niveau du Sahara qui sont exploités, et que l'Union européenne a interdit. Oui, tout à fait. Je rappelle que l'Union européenne a décidé de dire non, il n'est pas question de toucher à des choses qui ne nous appartiennent pas, parce que cet État, comme vous dites, il n'a pas été statué, et il n'y a pas lieu de développer des opérations commerciales avec une région qui est qui n'est pas encore litigieuse. Qui est litigieuse, exactement. Donc, la dimension économique est importante. Je ne crois pas que le petit séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, ait décidé comme ça dans sa petite tête, un beau matin, de dire on va aller dans le sens de ce que veut le Maroc. C'est les puissants lobbies qui sont derrière qui ont dit bon,
c'est râpé pour le gaz, on va emmerder ce pays et on va créer une situation de non-retour avec le Sahara. C'est ça la situation. Finalement, Saïd Ayachi, on est en train de construire des intérêts et des profits économiques, que ce soit d'abord, d'ailleurs, pour l'Espagne, n'est-ce pas, qui a complètement effacé d'un revers de la main, comme je le disais tout à l'heure, sa responsabilité administrante concernant la question sahraoui. Et maintenant, c'est un petit peu la France. Il y a quelque temps, c'était l'Allemagne. Je crois qu'il y avait également de méga projets concernant ces territoires litigieux, mais après, je crois que ça s'est rétracté. On va vérifier ça d'ailleurs. Je suis en train de me dire que finalement, c'est les profits, le gain, l'intérêt au détriment du peuple sahraoui. Peu importe si ce peuple sahraoui est contre, peu importe si ce peuple sahraoui n'en déplaise à ce peuple sahraoui qui est emprisonné, qui lutte pour sa liberté. Et donc finalement, on en est à ça finalement aujourd'hui. Il y a des réalités vieilles comme le monde. Les États se battent pour leurs propres intérêts. Oui. Et se battent pour les intérêts des fois qui ne sont pas les leurs, d'où d'ailleurs les empires coloniaux qui ont été construits sur cette injustice de prendre ce qui ne leur appartient pas. Et aujourd'hui, concernant les richesses du Sahara occidental, nous sommes à quelques semaines près, peut-être petites semaines, pour entendre le verdict final et définitif de la Cour de justice de l'Union européenne qui déjà par 3 fois avait rendu justice aux Sahraouis. En décembre 2016, en février 2018, en septembre 2021. La Cour de justice de l'Union européenne a non seulement rendu un verdict juridique en disant que ces richesses appartiennent au peuple sahraoui, et elle a bien dit peuple sahraoui, et nul ne peut les commercialiser sans le consentement du peuple sahraoui, et elle a un aspect politique en disant le Front Polisario est le représentant du peuple sahraoui, et il a le droit d'ester en justice n'importe quel État ou n'importe quelle entreprise qui, d'une certaine façon, transgresse la légalité commerciale internationale, en plus qu'elle a dit qu'il y avait, et ça c'est très important, qu'il n'y avait aucun lien entre le Sahara occidental et le Maroc, et que c'était 2 entités territoriales distinctes. Très nettement, très nettement. Et donc on est à quelques semaines pour entendre le verdict définitif où la Commission européenne ne peut plus faire appel de ce truc-là. Et donc par conséquent, aujourd'hui, les projets d'investissement français qui devaient être faits à Dakhla procèdent d'une nébuleuse, d'un non-fumage politico-diplomatique pour dire le Maroc est chez lui et peut décider de ce qu'il veut. Oui. C'est la politique du fait accompli après avoir échoué dans la mascarade des ouvertures des consulats et maintenant il essaye le truc économique et cela ne va pas marcher parce qu'avec l'arrêt de la justice européenne, cela va mettre un terme à ces choses-là. Sauf que lorsque vous avez un membre permanent du Conseil de sécurité qui conforte la position marocaine dans l'injuste annexion du Sahara occidental, évidemment, cela complique encore une fois la situation, mais cela ne fait pas, ne met pas fin à la détermination des Sahraouis ou à leur combat pour obtenir gain de cause et obtenir leur liberté. Leur droit de récupérer leur territoire. Au contraire, ça va encore renforcer leur détermination parce que de toute façon, de plus en plus, les faits démontrent qu'ils avaient raison lorsqu'ils avaient menacé de reprendre les armes, ce qui est d'ailleurs fait par rapport à la transgression et la violation du cessez-le-feu, même dans la région de Guerguerat. Omar Ben Barti, j'allais dire, comme disait donc Saïd Ayachi, les textes de loi sont là pour l'interdiction de profiter ou de jouir des biens de l'État ou des territoires sahraouis. Le problème, c'est que qui va incriminer des pays comme la France, des sociétés ou des multinationales qui auraient envie d'exploiter dans un terrain litigieux, puisque le Maroc, enfin, promet monts et merveilles en contrepartie d'une reconnaissance d'un plan d'autonomie. Omar Ben Barti? Omar Ben Barti est là? Je vous écoute. Très bien. Je reprends ma question, Omar Ben Barti? Oui, s'il vous plaît, voilà. Rapidement. Je disais que les lois sont là, justement, pour trancher, pour décider que ce sont des territoires litigieux, qu'il ne faut pas donc exploiter les richesses d'un territoire litigieux. Mais qui va pouvoir, j'allais dire, incriminer des multinationales ou des pays qui voudraient justement exploiter ces territoires avec la bénédiction du Maroc, puisqu'il promet monts et merveilles? Le premier qui peut incriminer, c'est le Front Polisario. Et la seule façon qu'il a de dire non à ce qu'on veut lui imposer, c'est la Ligue de libération.
Il faut pas, on peut pas solliciter la Cour internationale de justice ou celle de l'Union européenne parce que elles prennent des décisions, certes, mais dans le même temps, est-ce qu'elles peuvent être exécutoires? Ça, c'est une autre question. Oui. À partir de ce moment-là, moi, il me semble que nos amis sahraouis n'ont pas d'autres initiatives que celle de brandir davantage la Kalachnikov et de continuer leur lutte de libération afin de mettre à genoux cet occupant colonial, comme ça a été fait en Afrique du Sud avec l'apartheid et comme ça se fait actuellement en Palestine. Il n'y a pas lieu de... De toute façon, oui. Ça me paraît illusoire de compter sur l'aspect juridique. De toute façon, il n'y a pas d'autre alternative. On a l'impression qu'on ne nous laisse pas trop d'alternatives donc, à la race, justement sur le plan diplomatique, avec ce genre, par exemple, de volte-face ou avec ce genre de position. Saïd Ayachi, je vais un petit peu, si vous voulez, terminer par là où j'ai commencé. Quel impact ce genre de décision va-t-il avoir sur le reste du déroulement des événements concernant cette question et ce dossier sahraoui finalement? Vous parlez de la décision française? De l'impact d'une telle décision, oui, sur le plan diplomatique et le reste. Je vous ai dit tout à l'heure, elle va compliquer la recherche dans la solution. C'est-à-dire, on aurait espéré, on aurait souhaité que la position de la France, membre permanent, en l'occurrence du Conseil de sécurité, puisse au moins respecter la légalité internationale, même si cette légalité internationale ne lui plaît pas totalement. Mais maintenant qu'elle a pris position pour c'est les thèses marocaines, cela va compliquer, mais cela ne va pas dessaisir les Nations Unies du dossier du Sahara occidental, et donc la mission de l'envoyé personnel du secrétaire général va continuer dans les mêmes termes du mandat que lui a laissé le Conseil de sécurité, même si ce mandat lui-même n'est pas très bien balisé, mais tout au moins on sait que l'envoyé personnel travaille pour dynamiser les négociations entre les deux belligérants que sont le Front Polisario et le régime marocain. Et là, je vous rejoins dans votre préoccupation de tout à l'heure quand vous dites l'Algérie. Vous savez qu'une des façons d'handicaper ces négociations, c'est toujours le Maroc qui revendique d'impliquer l'Algérie dans ces négociations, alors que là aussi, c'est un non-sens. Rappelons-nous que le cessez-le-feu a été signé entre le Front Polisario et le Maroc, et non pas avec l'Algérie, et que les négociations qui ont eu lieu par le passé l'ont été entre le Front Polisario et le Maroc. Et donc l'Algérie, comme disent nos diplomates très justement, est un pays intéressé, mais il n'est pas concerné par le conflit. Nous sommes intéressés justement par la stabilité et la sécurité à nos frontières. Nous ne sommes pas concernés par le conflit lui-même, sauf que nous disons le droit, nous revendiquons à l'image de la communauté internationale, nous disons qu'il faut appliquer le droit international et que c'est une question de décolonisation, il faut l'autodétermination. C'est une constante pour la diplomatie algérienne. Pour terminer, Omar Ben Barti, est-ce que finalement cette décision est l'échec de trop des Nations Unies? Est-ce que c'est l'échec de trop? Et puis surtout, on se pose la question aussi, j'aimerais bien savoir moi, aujourd'hui que la France accueille les Jeux Olympiques, que la crise ou la guerre contre Gaza ajoutée à ce genre de décision, quel impact? Et brièvement, Omar Ben Barti, s'il vous plaît. Oui, brièvement, merci de me le rappeler. Mais toujours est-il que c'est pas parce que la France accueille les Jeux Olympiques qu'elle est autorisée à développer des attitudes néfastes et hostiles contre un peuple qui demande uniquement sa liberté, comme disait notre ami Saïd Ayachi. À partir de ce moment, il est clair que quoi que nous puissions faire, nous, Algériens, c'est de manifester, comme l'a fait souverainement le ministère algérien des Affaires étrangères, la réprobation et de dire aux Français, quand vous jouez avec le feu, parce que les rétorsions seront très, très, très fortes. Et les rétorsions, l'Algérie est capable de les développer vis-à-vis de la France. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de ramener la France à sa dimension et de lui rappeler que nous pouvons lui faire beaucoup de mal si on veut lui en faire. Tout à fait. Merci pour cette conclusion, Omar Ben Barti. Vous avez effectivement été bref et concis. Je vous remercie de nous avoir suivis. Mais je vous rappelle juste aujourd'hui les invités qui étaient avec nous. Donc Saïd Ayachi, président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci d'avoir été avec nous. Bien sûr, Omar Ben Barti, expert en questions internationales et politiques, était avec nous par téléphone depuis Oran. Riyad Sidawi, également directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS. Et Obi Bochraya, le représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne. Merci de nous avoir suivis.